Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons 5 décès horrifiants en safari jamais enregistrés. D'un photographe qui s'est approché trop près des petits léopards à la dévotion fatale d'un volontaire envers les gorilles. Commençons par la première histoire, où les vacances de rêve d'une famille se sont transformées en une tragédie inimaginable. C'était le 15 juillet 2016 et les vastes plaines du parc national du Serengeti s'étendaient à l'infini sous les étoiles africaines. Leurs rythmes anciens restaient inchangés par le monde moderne au-delà de ses frontières. Le campement de la famille Patterson se trouvait dans une section reculée du parc, loin des lodges de luxe et des itinéraires touristiques établis. Michael et Sarah Patterson avaient choisi cet opérateur de safari économique spécifiquement pour sa promesse d'expériences authentiques en pleine nature, croyant que leurs filles, Emma et Sophie, profiteraient de dormir sous le véritable ciel africain plutôt que derrière les murs d'hébergement coûteux. Michael Patterson avait planifié ce voyage depuis 2 ans, travaillant des heures supplémentaires dans son cabinet comptable à Columbus, Ohio, tandis que Sarah prenait des gardes supplémentaires à l'hôpital local. À 32 ans, Michael était déterminé à offrir à sa famille une aventure qui créerait des souvenirs durables, même si cela signifiait faire des économies sur le luxe pour se permettre l'expérience. Sarah, 29 ans, avait d'abord hésité à emmener leur jeune fille dans un voyage aussi aventureux, mais l'enthousiasme de Michael avait fini par la convaincre. La famille était en Tanzanie depuis 4 jours, et les filles étaient déjà enchantées par la faune qu'elles avaient vue lors de leur safari. Emma, âgée de 6 ans, avait rempli un cahier de dessins de zèbres et de girafes, tandis que Sophie, âgée de 4 ans, collectionnait des pierres et des feuilles intéressantes que leur guide avait dit être sûrs à toucher. L'opérateur de voyage à petit budget avait fourni un équipement de camping basique et un guide qui gérait plusieurs groupes simultanément, laissant souvent les familles sans surveillance pendant des heures. Ce soir-là, la famille avait installé leur tente dans une zone que leur guide leur avait assuré être sûre, bien qu'il ait mentionné presque en passant que des lions traversaient parfois la région lors de leur chasse nocturne. Le camping manquait des clôtures électriques et des plateformes surélevées que les opérateurs plus chers utilisaient, s'appuyant plutôt sur un périmètre basique de cordes et de petites lumières solaires censées dissuader la faune. Les lions africains sont des prédateurs de sommet qui chassent principalement la nuit, utilisant des stratégies de meute coordonnées pour abattre des proies bien plus grandes qu'eux. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 420 livres, tandis que les femelles sont généralement plus petites, mais des chasseuses plus agiles. Les lions ont une excellente vision nocturne et une ouïe fine, ce qui les rend parfaitement adaptés à la chasse nocturne. Les groupes travaillent souvent ensemble lors des attaques, avec différents membres prenant des rôles spécifiques pour assurer des mises à mort réussies. Vers 22h, Michael a remarqué que la fermeture éclair principale de leur tente était cassée, laissant un espace de plusieurs centimètres qui ne pouvait pas être correctement fermé. Sarah a suggéré qu'ils demandent de l'aide à leur guide, mais Michael hésitait à réveiller l'homme qui avait géré 3 campings différents et semblait épuisé. Michael a donc décidé de tenter une réparation temporaire en utilisant le petit kit de couture que Sarah avait emporté pour les urgences. Michael travaillait à la lampe de poche pendant que Sarah et les filles essayaient de dormir, mais la réparation s'est avérée plus difficile que prévu. Le tissu de la tente était épais et les dents de la fermeture éclair cassée étaient coincées, ce qui l'obligeait à découper les sections endommagées et à tenter de créer une fermeture de fortune avec des épingles de sûreté et de la corde. Une troupe de 5 lions avait chassé dans la région et avait détecté l'activité inhabituelle au campement humain. La tente cassée, la lumière en mouvement et les sons inconnus avaient éveillé leur curiosité et ils commencèrent à s'approcher du campement avec la discrétion qui faisait d'eux des prédateurs si efficaces. Vers 3h du matin, Michael travaillait encore sur la réparation de la tente quand il entendit un grondement sourd juste à l'extérieur des parois en tissu. Il se figea, le faisceau de sa lampe torche vacillant alors qu'il essayait de déterminer la source du bruit. Le grondement s'intensifia et fut rejoint par d'autres sons suggérant que plusieurs animaux entouraient leur tente. Le premier lion passa par l'ouverture de la fermeture éclair cassée, sa tête massive et ses épaules élargissant l'ouverture en entrant dans l'espace confiné de la tente. Michael attrapa la lampe de poche et essaya de l'utiliser pour repousser l'animal, mais les instincts prédateurs du lion avaient été pleinement déclenchés par l'odeur et les sons des humains piégés. Sarah cria lorsque les mâchoires du lion se refermèrent sur le bras de Michael, la morsure puissante écrasant l'os et déchirant le tissu musculaire. Le bruit réveilla Emma et Sophie, qui commencèrent à pleurer en voyant leur père attaqué par le prédateur massif. Sarah a essayé de protéger ses filles tout en appelant à l'aide, mais leur emplacement isolé signifiait qu'aucune assistance n'était disponible. Un deuxième lion est entré dans la tente par l'ouverture élargie, suivi rapidement par un troisième. L'espace confiné est devenu un piège mortel, alors que les instincts de chasse coordonnés de la meute prenaient le dessus. Les tentatives de Michael pour riposter étaient futiles face à la force supérieure des lions et à leurs armes naturelles. Ses blessures du premier assaut l'empêchant de protéger efficacement sa famille. L'attaque des lions fut rapide et méthodique. Leur comportement de chasse naturelle s'adaptait parfaitement pour abattre plusieurs proies dans un espace confiné. Les cris d'Emma et Sophie furent rapidement interrompus alors que l'attaque de la troupe se poursuivait, les puissantes mâchoires et griffes des lions infligeant des blessures mortelles aux 4 membres de la famille en quelques minutes. Le guide découvrit la scène à l'aube lorsqu'il arriva pour vérifier le campement de la famille. Les lions étaient partis des heures plus tôt, laissant derrière eux une scène de dévastation qui le hanterait pour le reste de sa vie.
Les services d'urgence ont été appelés, mais les 4 membres de la famille étaient décédés des suites de traumatismes massifs infligés lors de l'attaque coordonnée. L'enquête a révélé de multiples violations de sécurité par l'opérateur touristique, y compris une sécurité de campement inadéquate, une supervision insuffisante par le guide et un manquement à fournir un équipement de sécurité approprié. Les permis de la société ont été révoqués et de nouvelles réglementations ont été mises en place exigeant des clôtures électriques et des gardes armés sur tous les sites de camping dans les zones de prédateurs. La mort de la famille Patterson a provoqué une onde de choc dans l'industrie du tourisme de safari et a incité leur famille élargie à plaider pour des normes de sécurité plus strictes pour les opérateurs de circuits économiques. La tragédie a mis en lumière les conséquences mortelles de la négligence des mesures de sécurité dans l'un des environnements les plus dangereux au monde. Mais les familles n'étaient pas les seules à sous-estimer le pouvoir mortel des prédateurs africains. En Afrique du Sud, la détermination d'une photographe à capturer le cliché parfait l'amènerait à un contact fatal avec l'un des tueurs les plus insaisissables de la nature. C'était le 3 avril 2014 et la brousse dense du parc national Kruger offrait une couverture parfaite pour les prédateurs qui régnaient sur cet ancien écosystème. Elena Rodriguez suivait une femelle léopard depuis 3 jours. Traquant le félin insaisissable à travers un terrain que peu de touristes avaient jamais exploré. La photographe espagnole avait finalement localisé sa proie, reposant dans un immense maroula avec ses 2 jeunes petits, offrant l'opportunité exacte qu'elle avait été engagée pour capturer. Elena Rodriguez avait bâti sa réputation en photographiant la faune dans les montagnes d'Espagne, mais les missions en Afrique représentaient une avancée significative tant en prestige qu'en danger. À 27 ans, elle était déterminée à s'imposer comme une photographe animalière sérieuse, acceptant des missions de plus en plus difficiles que d'autres photographes évitaient. Le magazine de nature qui lui avait commandé les photos de léopards payait bien, mais il s'attendait à des images qui se démarqueraient des milliers de clichés de safari génériques inondant le marché. Elena avait travaillé seule pendant la majeure partie de sa mission de 3 semaines, croyant que le travail en solo lui permettait de se rapprocher des animaux sans le bruit et la distraction des guides ou d'autres photographes. Son expérience avec la faune européenne lui avait donné confiance, mais rien ne l'avait préparée à l'agressivité territoriale et aux instincts protecteurs des prédateurs africains défendant leurs petits. Cet après-midi-là, Elena s'était positionnée à environ 50 mètres de l'arbre où la famille de léopards se reposait, utilisant un téléobjectif pour capturer des images des petits chouans pendant que leur mère les surveillait attentivement. Les clichés étaient les bons, mais Elena savait qu'ils manquaient de l'impact dramatique qui les rendrait dignes d'un magazine. Les léopards sont des prédateurs solitaires et territoriaux connus pour leur incroyable capacité à grimper et leur protection féroce de leurs petits. Les femelles adultes pèsent généralement entre 60 et 130 livres, mais possèdent une force bien supérieure à leur taille, capable de traîner des proies pesant 2 fois leur poids dans les arbres. Les mères léopards avec des petits sont particulièrement dangereuses car elles attaqueront toute menace perçue pour leur progéniture avec une férocité dévastatrice. Elena a remarqué un grand arbre à saucisses à environ 30 mètres de l'endroit où les léopards se reposaient, qui offrirait un angle surélevé pour des prises de vue plus dramatiques. Les branches épaisses et le tronc robuste de l'arbre le faisaient paraître sûr à escalader, et Elena pensait que l'avantage de la hauteur lui permettrait de capturer des images uniques tout en maintenant une distance respectueuse de la famille de léopards. Ce qu'Elena n'avait pas réalisé, c'est que l'arbre qu'elle avait choisi était positionné directement au-dessus de la principale voie d'évasion des léopards, le chemin que la mère utiliserait pour mettre ses petits en sécurité en cas de menace. En grimpant à l'arbre, Elena avait inconsciemment bloqué la stratégie de sortie des léopards et s'était positionnée comme une menace directe pour la sécurité de la famille. Alors qu'Elena atteignait une hauteur d'environ 15 pieds et commençait à installer son équipement photo, le comportement de la mère léopard changea radicalement. Les oreilles du félin se plaquèrent contre sa tête et elle commença à émettre des grognements sourds tout en se plaçant entre ses petits et l'emplacement d'Elena. L'attaque du léopard est survenue sans autre avertissement, le puissant félin se lançant de sa branche de repos avec une force explosive. La mère léopard a couvert la distance jusqu'à l'arbre d'Elena en quelques secondes, ses griffes ne trouvant prise sur l'écorce alors qu'elle grimpait vers la menace perçue. Le léopard a frappé Elena avec une force dévastatrice, ses puissantes griffes lacérant le dos et les épaules de la photographe tandis que ses mâchoires se refermaient sur le cou et la tête d'Elena. L'impact de l'attaque fit perdre à Elena sa prise sur l'arbre et elle tomba avec le léopard vers le sol dans un enchevêtrement de griffes, de dents et d'équipements photographiques. Elena heurta le sol violemment, son matériel photo se dispersant sur le sol rocailleux tandis que le léopard poursuivait son attaque. Les instincts maternels de la chatte l'ont poussée à éliminer complètement la menace, ses puissantes mâchoires infligeant un traumatisme massif à la tête et au cou d'Elena, tandis que ses griffes ouvraient de profondes blessures sur son torse et ses membres. Les luttes d'Elena s'affaiblissaient à mesure que la perte de sang et le traumatisme submergeaient son système, son corps incapable de résister à l'assaut implacable du léopard. L'emplacement isolé signifiait qu'aucune aide n'était disponible et Elena était morte de ses blessures quelques minutes après l'attaque initiale. Le corps d'Elena a été découvert 2 jours plus tard par des gardes forestiers qui avaient été alertés lorsqu'elle n'avait pas donné signe de vie à l'heure prévue. Son matériel photo a été retrouvé éparpillé autour du site de l'attaque, avec ses dernières images montrant l'agitation croissante du léopard avant la rencontre fatale. L'enquête a révélé qu'Elena avait enfreint les règlements du parc en travaillant seule dans des zones dangereuses et en s'approchant trop près de la faune avec des petits.
Sa mort a entraîné une application plus stricte des protocoles de sécurité pour les photographes travaillant dans les parcs nationaux et a mis en lumière les dangers extrêmes posés par les mères léopards protectrices. La mort tragique d'Elena a rappelé que même les photographes animaliers expérimentés pouvaient être victimes de la nature imprévisible des prédateurs africains, surtout lorsque les instincts maternels étaient en jeu. Son histoire est devenue un récit édifiant partagé parmi les photographes animaliers sur l'importance de comprendre le comportement des animaux et de maintenir des distances de sécurité. Pourtant, les photographes n'étaient pas les seuls professionnels à se retrouver dans des rencontres mortelles avec la faune africaine. Au Botswana, le dévouement d'un conservateur à sa recherche l'a conduit à une confrontation fatale avec l'un des animaux les plus dangereusement trompeurs d'Afrique. C'était le 28 septembre 2017 et les canaux cristallins du delta de l'Okavango reflétaient le ciel africain comme des miroirs, leurs eaux pures cachant certains des prédateurs les plus dangereux du continent sous leur surface trompeusement paisible. Dr. James Mitchell vivait dans sa station de recherche isolée depuis 6 mois, étudiant les comportements des hippopotames dans l'un des écosystèmes de zones humides les plus préservés au monde. L'isolement et l'accès intime à la faune représentaient l'opportunité d'une vie pour le biologiste marin devenu conservationniste. Le docteur James Mitchell avait consacré sa carrière à la compréhension des écosystèmes aquatiques, obtenant son doctorat en biologie marine avant de se tourner vers la conservation de la faune africaine. À 35 ans, il était considéré comme l'un des principaux experts du comportement des hippopotames, mais sa passion pour son travail l'avait conduit à adopter des approches de plus en plus risquées pour la collecte de données. Sa station de recherche était située dans l'une des sections les plus reculées du delta, accessible uniquement par bateau et uniquement occupée par James et un seul assistant de recherche. James documentait les schémas de mouvement quotidien d'un groupe local d'hippopotames, suivant leurs itinéraires d'alimentation et leurs comportements territoriaux pour mieux comprendre leur impact sur l'écosystème du delta. Son travail exigeait qu'il collecte des échantillons d'eau et observe les animaux de près, travaillant souvent seul lorsque son assistant était occupé par d'autres tâches de recherche. Ce matin-là, James avait prévu de collecter des échantillons d'eau dans un étroit chenal que les hippopotames utilisaient comme une autoroute entre leur zone de repos diurne et leur terrain d'alimentation nocturne. Il avait observé leurs habitudes pendant des mois et pensait comprendre suffisamment bien leur emploi du temps pour travailler en toute sécurité dans la zone pendant ce qu'il considérait comme des périodes à faible risque. Les hippopotames sont parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique, responsables de plus de décès humains que tout autre grand mammifère du continent. Les mâles adultes peuvent peser plus de 4000 livres et sont capables de courir à des vitesses allant jusqu'à 30 miles par heure, à la fois sur terre et dans l'eau. Leurs mâchoires massives peuvent s'ouvrir à 150 degrés et exercer des forces de morsure dépassant 1800 livres par pouce carré, capables de broyer facilement un corps humain ou de couper un canoë en deux. Les hippopotames sont très territoriaux et deviennent extrêmement agressifs pendant la saison des amours ou lorsqu'ils protègent leurs petits. James s'est aventuré dans le canal avec son équipement d'échantillonnage d'eau, confiant que les hippopotames se reposaient tous sur la terre ferme pendant la chaleur de la journée. L'eau atteignait la poitrine au centre du canal, mais James avait travaillé dans des conditions similaires des dizaines de fois sans incident. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un grand mâle territorial s'était récemment installé dans la région et se reposait immergé dans l'eau plus profonde juste en amont de son lieu d'échantillonnage. L'hippopotame massif avait été conscient de la présence de James dès qu'il était entré dans l'eau, mais était resté immobile dans les profondeurs troubles tout en évaluant la menace. Les hippopotames peuvent retenir leur souffle jusqu'à 5 minutes et se reposent souvent complètement submergés pendant la journée, les rendant presque invisibles aux humains travaillant dans l'eau au-dessus d'eux. Alors que James s'enfonçait plus profondément dans le canal pour atteindre l'emplacement optimal d'échantillonnage, il pénétra sans le savoir dans la zone territoriale de l'hippopotame. Le mâle de 3500 livres surgit de l'eau sans avertissement, sa masse énorme créant une vague qui fit perdre l'équilibre à James avant que les mâchoires de l'animal ne puissent l'atteindre. James a essayé de se retirer vers le rivage, mais la vitesse de l'hippopotame et l'eau ont rendu la fuite impossible. Les mâchoires massives de l'animal se sont refermées sur le torse de James avec une force écrasante, l'impact le plongeant sous l'eau, alors que l'agression territoriale de l'hippopotame prenait complètement le dessus. L'attaque de l'hippopotame a été prolongée et brutale, l'animal massif utilisant sa taille et sa force énorme pour s'assurer que la menace perçue était complètement éliminée. L'équipement de recherche de James s'est dispersé dans le canal alors que l'hippopotame poursuivait son assaut. Ses mâchoires puissantes et son poids massif infligeant des blessures mortelles qu'aucun humain ne pouvait survivre. L'assistant de recherche de James a découvert son corps des heures plus tard, lorsqu'il n'est pas revenu à la station de recherche à l'heure prévue. L'enquête a révélé que James travaillait seul dans un territoire connu pour les hippopotames pendant la saison des amours, lorsque l'agressivité territoriale de l'animal était à son apogée. La mort de James a entraîné une révision complète des protocoles de sécurité pour les chercheurs en faune travaillant dans des environnements aquatiques et a mis en évidence le danger extrême que représentent les hippopotames pour les humains travaillant sur leur territoire.
Sa station de recherche a été déplacée vers une zone plus sûre et de nouvelles réglementations exigeaient que les chercheurs travaillent en binôme lors de la collecte d'échantillons dans l'habitat des hippopotames. La tragédie a rappelé que même des chercheurs expérimentés en faune sauvage pouvaient être victimes de la nature imprévisible des animaux africains et que la familiarité avec le comportement de la faune ne garantissait pas la sécurité lorsqu'on travaillait à proximité d'espèces dangereuses. Cependant, les chercheurs n'étaient pas les seuls dont les activités professionnelles les mettaient en contact avec la faune africaine mortelle. En Zambie, la quête de sensations fortes d'un touriste d'aventure l'amènerait dans les mâchoires de l'un des prédateurs les plus patients d'Afrique. C'était le 11 décembre 2015 et le fleuve Zambèze coulait devant les chutes Victoria avec une tranquillité trompeuse, ses eaux boueuses cachant certains des prédateurs les plus dangereux d'Afrique sous leur surface placide. Kevin O'Brien séjournait dans une auberge de routard près des chutes depuis 3 jours, buvant beaucoup avec d'autres voyageurs et cherchant des sensations de plus en plus dangereuses pour impressionner ses nouveaux amis. Le diplômé irlandais de 24 ans voyageait à travers l'Afrique depuis 2 mois, documentant ses aventures sur les réseaux sociaux et repoussant constamment les limites du risque acceptable. Kevin O'Brien était arrivé en Afrique fraîchement diplômé de l'université avec un diplôme en commerce et un fonds en fiducie qui lui permettait de voyager indéfiniment sans travailler. Ses comptes sur les réseaux sociaux étaient remplis de photos de sauts à l'élastique, de rafting en eau vive et d'autres activités extrêmes, chaque publication étant conçue pour montrer son intrépidité et son esprit aventureux. Le besoin de Kevin de validation à travers des cascades dangereuses avait augmenté tout au long de son voyage, chaque nouvelle activité nécessitant un risque plus grand pour générer le même niveau d'excitation. Le lodge pour routard où Kevin séjournait s'adressait aux jeunes touristes en quête d'aventure, offrant un hébergement bon marché et un accès facile aux sports extrêmes. Le bar du lodge était un lieu de rassemblement pour les voyageurs partageant leurs histoires d'exploits et se défiant à tenter des exploits de plus en plus dangereux. Kevin s'était rapidement imposé comme le membre le plus imprudent du groupe, acceptant souvent des défis que d'autres voyageurs jugeaient trop dangereux. Ce soir-là, Kevin avait beaucoup bu avec un groupe d'autres routards lorsque la conversation s'est tournée vers la baignade dans le fleuve Zambèze. Le personnel local et les voyageurs expérimentés avaient mis en garde contre l'entrée dans l'eau en raison de la présence de crocodiles du Nil, mais Kevin a rejeté ces avertissements comme des tentatives exagérées de contrôler le comportement des touristes. Les crocodiles du Nil sont parmi les reptiles les plus dangereux au monde, avec des mâles adultes atteignant des longueurs de 20 pieds et des poids dépassant 1500 livres. Ces prédateurs de sommet sont parfaitement adaptés pour la chasse à l'affût, capables de rester immobiles pendant des heures en attendant que des proies s'approchent. Leur vitesse d'attaque explosive et leur force de morsure capable de broyer les os les rendent responsables de centaines de décès humains chaque année à travers l'Afrique. Les crocodiles du Nil sont particulièrement dangereux dans les zones proches des activités touristiques car ils associent souvent la présence humaine à des opportunités de nourriture facile. Aux alentours de l'aube, Kevin a accepté un défi lancé par d'autres routards de traverser à la nage une section du Zambèze connue pour sa population de crocodiles. Malgré les avertissements du personnel du lodge et le danger évident de l'eau trouble, le jugement altéré par l'alcool de Kevin et son besoin de maintenir sa réputation d'intrépidité ont pris le pas sur ses instincts de survie. Kevin est entré dans l'eau à un endroit de pêche populaire où des guides locaux avaient signalé des observations récentes de crocodiles. La rivière semblait calme et paisible à la lumière du petit matin, mais l'eau trouble rendait impossible de voir à plus de quelques centimètres sous la surface. Kevin a commencé à nager vers la rive opposée, ses mouvements créant des ondulations et des éclaboussures qui se propageaient loin dans l'air tranquille du matin. Un énorme crocodile du Nil de plus de 16 pieds de long chassait dans la région et avait détecté le mouvement de Kevin dans l'eau à plusieurs centaines de mètres. Le prédateur ancien a commencé à s'approcher avec la patience et la furtivité qui ont fait des crocodiles des chasseurs réussis pendant des millions d'années, restant complètement submergés en réduisant la distance avec sa proie. Kevin était à mi-chemin de la rivière lorsque le crocodile a attaqué, le reptile massif se lançant des profondeurs avec une force explosive. Les mâchoires du crocodile se sont refermées sur la jambe de Kevin avec une pression écrasante, l'impact le poussant sous l'eau alors que le prédateur commençait sa roulade mortelle caractéristique. Le crocodile tournoya rapidement dans l'eau, utilisant son poids massif et sa queue puissante pour désorienter Kevin tout en maintenant sa prise mortelle. Chaque rotation causait des traumatismes supplémentaires alors que les dents du reptile déchiraient à muscles et os, tandis que le mouvement de rotation rendait impossible pour Kevin de remonter à la surface pour respirer. Les cris de Kevin avaient alerté les autres voyageurs sur la rive, mais aucun sauvetage n'était possible une fois que le crocodile l'avait saisi. Le reptile massif a traîné Kevin dans des eaux plus profondes où le roulé de la mort a continué jusqu'à ce que ses luttes cessent. L'attaque entière a duré moins de 3 minutes, mais la prise du crocodile ne s'est jamais relâchée. Le crocodile a disparu sous l'eau trouble avec le corps de Kevin, emportant sa proie vers les bassins plus profonds où il cacherait les restes jusqu'à être prêt à se nourrir. Le sac à dos et les vêtements de Kevin ont été retrouvés sur la rive, mais son corps n'a jamais été récupéré malgré les recherches intensives des autorités locales. L'enquête a révélé que Kevin avait ignoré plusieurs avertissements concernant les dangers des crocodiles et était entré dans l'eau en état d'ébriété. Sa mort a incité le lodge à mettre en place des mesures de sécurité plus strictes et une meilleure application des règles de sécurité sur la rivière. Mais la tragédie a mis en lumière les conséquences mortelles de considérer la faune africaine comme un divertissement.
La mort de Kevin est devenue une leçon de prudence partagée parmi les communautés de routards sur l'importance de respecter les avertissements locaux et la réalité mortelle des prédateurs africains. Ces contes, sur les réseaux sociaux, remplis de cascades de plus en plus dangereuses, servèrent de rappel sur la façon dont la quête de sensations fortes pouvait mener à des conséquences fatales. Pourtant, les touristes d'aventure n'étaient pas les seuls à se retrouver dans des rencontres mortelles avec la faune africaine. En République démocratique du Congo, le dévouement d'un volontaire à la conservation allait mener à une tragique erreur de calcul avec l'un de nos plus proches parents évolutifs. C'était le 19 février 2013, et les montagnes enveloppées de brume du parc national des Virunga offraient un sanctuaire à certains des derniers gorilles de montagne restants au monde. Catherine Williams faisait du bénévolat avec le programme de conservation des gorilles depuis 4 mois, travaillant à protéger ces magnifiques créatures du braconnage et de la destruction de leur habitat. L'étudiante en médecine vétérinaire de 26 ans, originaire de Vancouver, avait développé un lien émotionnel profond avec les familles de gorilles qu'elle aidait à surveiller, restant souvent tard à la station de recherche pour observer leur comportement. Catherine Williams avait toujours rêvé de travailler avec des espèces en voie de disparition, choisissant la médecine vétérinaire spécifiquement pour poursuivre une carrière dans la conservation de la faune. Son poste de bénévole à Virunga représentait l'aboutissement de plusieurs années d'études et de préparation, offrant une expérience pratique avec l'un des primates les plus menacés au monde. La dévotion de Catherine à son travail était évidente dans sa volonté de prolonger sa période de bénévolat et d'assumer des responsabilités supplémentaires au-delà de sa mission initiale. Le programme de conservation où travaillait Catherine se concentrait sur la surveillance de la santé et du comportement des gorilles tout en les protégeant de la menace constante du braconnage. Le travail exigeait que les chercheurs maintiennent un contact étroit avec les familles de gorilles habituées en observant leurs activités quotidiennes et en documentant tout signe de maladie ou de blessure. Catherine avait été assignée à travailler avec un groupe familial dirigé par un grand mâle d'os argenté qui montrait des signes de maladie respiratoire. Ce matin-là, Catherine effectuait une évaluation de santé de routine de la famille de gorilles lorsqu'elle remarqua que l'état du dos argenté semblait s'aggraver. Le mâle massif montrait des signes de léthargie et toussait fréquemment, des symptômes qui pourraient indiquer une infection respiratoire grave susceptible de se propager aux autres membres du groupe. Les gorilles des montagnes sont des primates incroyablement puissants, avec des dos argentés adultes pesant jusqu'à 440 livres et possédant une force estimée à 10 fois celle d'un humain adulte. Malgré leur nature généralement pacifique, les gorilles peuvent devenir extrêmement dangereux lorsqu'ils se sentent menacés ou protègent leur groupe familial. Les dos argentés sont particulièrement agressifs lorsqu'ils sont malades ou stressés, car leur rôle de leader les oblige à défendre leur groupe contre toute menace perçue. Leurs mains massives, leurs bras puissants et leurs grandes dents canines les rendent capables d'infliger des blessures mortelles, même sans intention malveillante. L'inquiétude de Catherine pour la santé du dos argenté l'a amenée à s'approcher plus près que ne le permettait le protocole habituel, espérant obtenir une meilleure évaluation de ses schémas respiratoires et de son état général. Elle avait travaillé avec cette famille particulière pendant des mois et pensait comprendre leur personnalité individuelle et leur niveau de tolérance, mais la maladie avait rendu le dos argenté imprévisible et plus agressif que d'habitude. Alors que Catherine s'approchait de l'espace personnel du dos argenté pour observer sa respiration, le gorille massif interpréta son approche comme une menace pour son état affaibli et la sécurité de sa famille. Les gorilles communiquent par le langage corporel et des démonstrations territoriales, mais l'attention de Catherine sur son état de santé l'a empêché de remarquer les signes d'avertissement qui auraient dû la pousser à battre en retraite. L'attaque du dos argenté fut soudaine et dévastatrice, ses mains massives attrapant Catherine et la tirant au sol tandis que ses bras puissants assénaient des coups écrasants à sa tête et son torse. La force incroyable du gorille rendait toute résistance impossible alors qu'il poursuivait son assaut, ses instincts protecteurs le poussant à éliminer ce qu'il percevait comme une menace pour sa famille. Les cris de Catherine résonnaient à travers la forêt, alertant ses collègues qui travaillaient avec d'autres groupes de gorilles dans la région. Ils arrivèrent pour trouver le dos argenté attaquant toujours Catherine, son comportement violent les empêchant d'intervenir immédiatement pour aider leurs collègues. Les chercheurs ont finalement réussi à éloigner le gorille en utilisant des techniques de bruit et de distraction, mais Catherine avait déjà subi des blessures mortelles à cause de l'attaque prolongée. L'emplacement éloigné dans la montagne signifiait que l'évacuation médicale prendrait des heures et Catherine est morte de traumatisme massif avant que l'aide ne puisse arriver. L'enquête a révélé que Catherine avait enfreint les protocoles de sécurité en s'approchant trop près d'un dos argenté, malade et stressé, sans le soutien approprié d'autres chercheurs. Sa mort a conduit à la révision des directives de sécurité pour la recherche sur les gorilles et a mis en évidence la nature imprévisible du comportement des gorilles sauvages, même parmi les animaux habitués à la présence humaine. La mort tragique de Catherine a rappelé que même les conservationnistes les plus dévoués pouvaient être victimes de la nature imprévisible des animaux sauvages et que les liens émotionnels avec la faune pouvaient entraîner des erreurs de jugement dangereuses. Son histoire est devenue un avertissement au sein de la communauté de la conservation sur l'importance de maintenir une distance professionnelle et de suivre les protocoles de sécurité lorsqu'on travaille avec des espèces potentiellement dangereuses. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires qui vous montreront pourquoi même les professionnels les plus expérimentés peuvent être victimes des prédateurs les plus puissants de la nature.